Bonsoir, chère honorable présence. On est déjà à 12. Je suis très contente et très heureuse de vous compter parmi nous et je vous remercie d'avoir répondu présent et à notre invitation et à celle de Sarah qui est votre représentante. Je suppose que vous avez pu apprécier la présentation institutionnelle des laboratoires Infamedis qui vous qui vous a permis de connaître un peu les capacités des laboratoires Infamedis en termes de superficie, en termes de ressources humaines, en termes de produits disponibles sur le marché et surtout le nombre de produits disponibles et la variété des gammes dont nous disposons. Il faut savoir que Infamedis dispose d'une gamme neuropsychiatrie qui compte 2 antipsychotiques atypiques, l'olanzapine qui s'appelle Vincor et la risperidone sous le nom de Reston, et sans oublier les antidépresseurs. Nous avons débuté avec l'antidépresseur fluoxétine qui s'appelle Rosal. Par la suite, nous avons élargi notre gamme avec Serval qui est de la sertraline et les citalopram en comprimé et en gouttes. Voilà, donc sans trop tarder, je vais céder la parole. Excusez-moi, permettez-moi de me présenter d'abord. Donc, je m'appelle Emina Arbit, je suis chef de produit spécialité. Et par la suite, je vais céder la parole à mon collègue Adel Bentaleb, qui est chargé de la communication. Donc, il va vous expliquer comment répondre aux questions, comment poser vos questions, lever la main si vous voulez prendre la parole. Par la suite, je céderai la parole au professeur Sandra Moffat, que je remercie énormément de nous avoir prêté oreille attentive et de nous avoir honorés pour cette présentation qui est très utile en ce moment et qui portera sur l'addiction aux écrans. Et voilà, sans trop tarder. Voilà. Et puis, je vous fais la petite surprise. À la fin, vous aurez un quiz qui portera sur 5 questions et il y aura bien sûr 3 gagnants, donc 3 cadeaux, 2 montres connectées et un AirDot. Voilà, donc c'était pour vous stimuler. Belle surprise. Voilà. Autant digitaliser tout. Donc, sans vous tarder, la parole à mon collègue. On va rester sur le digital, oui. Voilà. Merci beaucoup, Amina. Merci à toi, merci. Merci beaucoup. Donc, je remercie encore une fois professeur Monfort d'avoir répondu présent. Je remercie aussi l'ensemble de nos partenaires, de nos médecins d'avoir répondu présent aussi. Je me présente, c'est Adel Bentaleb, chargé de communication des laboratoires Infamedis. Donc, je vais vous faire une petite présentation de la plateforme. Donc, vous avez le volet chat, là où vous pouvez poser les questions au professeur au cours de la communication ou bien à la fin de la communication. Vous aurez aussi l'option, comme vous a expliqué ma collègue, l'option de lever la main. Donc, vous pouvez demander la main et on vous passera la parole pour poser votre question au professeur. Et à la fin, nous allons vous poser quelques questions par rapport à nos produits, notre gamme SNC qui est riche maintenant. Et vous allez par conséquent gagner avec nous des cadeaux que ma collègue vous les a cités. Donc, sans trop tarder, je cède la parole à professeur Monfort pour commencer la présentation. Je vous remercie. Merci Adel. Donc bonsoir tout le monde. Donc c'est un réel plaisir pour moi de communiquer avec vous à travers cette plateforme Webinaire Jam mise à notre disposition par le laboratoire Infamedis. Un réel plaisir à travers cette plateforme qui est un écran. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que du mauvais avec les écrans. Bon, avant de commencer mon intervention, je tiens à remercier le laboratoire Infamedis de nous permettre de partager aujourd'hui. Et aussi, je remercie l'équipe qui est très avant-gardiste et qui est toujours là, qui répond présent, surtout pour la formation médicale continue. Un grand merci au laboratoire Infamedis. Donc, sans plus tarder, je vais lancer ma présentation. Alors, un petit souci, parce qu'elle n'est pas au début. Désolée, ça c'est les petits aléas du direct. Voilà. Alors, je pense que ça va. Tout le monde voit ma présentation? Donc, comme vous le voyez, j'ai intitulé ma présentation « Addiction aux écrans chez les enfants et Covid-19 ».
Bon, j'aurais dû mettre enfants et adolescents. J'ai intitulé addiction et pas danger des écrans pour qu'on ne voit pas uniquement le côté négatif des écrans. Je vais parler des deux. Alors, comme vous le savez, l'ensemble de notre vie, tout notre quotidien est assailli, est envahi, est infiltré. Imaginez qu'on a un mur qui est infiltré par de l'eau, pour ceux qui ont des problèmes, des soucis de canalisation, etc. Donc vraiment, tout notre quotidien est envahi par Internet, les applications, les réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner des exemples, WhatsApp, Snapchat, Messenger, Facebook, Viber. Bon, il y a toutes ces applications-là, même la télévision. Alors, je ne sais pas si vous connaissez comme Netflix, Plex. Alors, Netflix, vous voyez, il y a plusieurs séries. Il y a ce côté suivant, toujours ce geste répétitif qu'on fait. C'est vraiment addictif. Alors, on a en droit de se poser comme question jusqu'où on va et jusqu'où il ne faudrait pas aller. Alors, pour commencer, pour caricaturer, je vais adopter un discours moralisateur, accusateur et beaucoup de jugement envers les parents. C'est pas ce qu'il faut faire, hein, je suis en train de caricaturer. Parce que c'est vrai, c'est une réalité. On voit des parents parfois on peut les voir, qui donnent des smartphones, qui donnent des portables à leurs enfants qui ont très bas âge, qui sont en poussette, pour les faire patienter pendant qu'ils sont en train de payer à la caisse, pendant qu'ils sont en train de parler avec la voisine qui est en train de se plaindre de quelque chose. Donc, on donne le téléphone portable à ce petit enfant pour qu'il se calme. Aussi, la chose qu'on ne devrait pas tolérer, mais qui se passe dans beaucoup de foyers, il faut dire ce qu'il en est, c'est les moments de repas. Vous savez que actuellement la société est très individualiste, vous le savez tous, chacun dans sa chambre, celui qui fait ses devoirs, celui qui regarde son film, celui qui est en train de jouer avec sa PlayStation, etc. Normalement, même s'il y a tout ça, il y a un moment où la famille devrait se réunir parce que c'est un moment de partage et d'échange et de structuration, savoir qu'on est une famille. Et actuellement, vous voyez quoi? Vous voyez un petit peu, bon là, je viens de télécharger ça. On voit un petit peu ça, là, vous voyez, celui qui est sur son téléphone portable, celui qui est sur sa tablette, celui qui est en train de regarder la télé, le papa, vous voyez là, qui est en télétravail sûrement ou qui regarde quelque chose, la maman qui est avec ses recettes de cuisine, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, alors que normalement, ça devrait être ça. Vous voyez, c'est une maman qui regarde sa fille, qui sourit un petit peu de voir ce qu'elle est en train de faire. Le papa qui essaie de faire manger sa salade ou bien tout ce qui est vert à son enfant. Vous voyez, ces moments de partage, on les a plus actuellement. Et ça, tous ces soucis-là étaient là bien avant qu'il y ait cette pandémie de Covid-19. Donc, avec la pandémie de la Covid-19, avec la fermeture des établissements scolaires, il y a eu une accentuation de tout ça. Un problème qui était déjà bien ancré. C'est-à-dire qu'effectivement, vous savez que l'éducation nationale, que ce soit pour les écoles publiques ou les écoles privées, c'est vrai, il y a eu des mesures qui ont été prises. Pour les écoles publiques, il y a eu les vidéos YouTube qui valaient ce qu'elles valaient, mais elles étaient là, où ils devaient suivre leurs cours à travers ces vidéos YouTube. Pour les écoles privées, il y avait les applications Zoom et tout. Mais si ça se limitait qu'à ça, eh ben non. Quand ils avaient terminé leurs cours en ligne, ça les empêche pas d'aller après continuer de passer des heures sur l'ordinateur, à la télévision, sur leurs jeux, etc. Donc là, les professionnels de l'enfance a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. C'était pas la première fois. Le problème était bien installé avant. Alors, quels sont les effets physiques et psychologiques qui peuvent apparaître? Là, j'ai parlé du côté négatif des écrans. Première répercussion sur le sommeil. Comme vous le savez, quand on regarde nos téléphones portables ou même notre micro-ordinateur tard le soir ou dans la nuit, cet écran émet une lumière bleue. Et cette lumière bleue inhibe la sécrétion de la mélatonine qui, vous le savez, est l'hormone du sommeil. Alors, quand l'enfant ne dort pas, bon, l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, hein, j'axe un petit peu sur l'enfant, mais c'est la même chose pour l'adulte. Vous imaginez, s'il ne dort pas, le lendemain, il ne pourra pas se concentrer, il sera irritable, il aura des gros problèmes pour penser et pour réfléchir. Première répercussion sur le sommeil. Deuxième répercussion, les problèmes de vision. Donc, si on regarde les écrans de trop près, c'est ce qu'on fait très souvent, on peut développer une myopie ou aggraver une myopie qui est déjà existante. Donc, on a dit problème de sommeil, problème de vision,
Autre chose, la passivité et donc l'obésité. Avant, les enfants avaient recours aux jeux symboliques, reproduire une scène de la vie quotidienne, la petite fille qui sert du café, qui se met comme ça avec ses camarades ou avec ses poupées pour faire un café, elle bougeait quand même. Vous avez aussi celle qui jouait à la mariée, pour son trousseau, l'habiller, etc. Les garçons qui jouent aussi avec leur voiture et tout. Maintenant, non. Maintenant, on a tous devant l'écran, on est assis, on est passif. Donc, il y a une obésité. Maintenant, pour le sport, c'est vrai, les enfants maîtrisent tout. Ils connaissent tout, tous les joueurs, comment est-ce qu'on joue, comment est-ce qu'on passe et tout. Mais ils ne font pas forcément l'activité sportive. Ils sont là en spectateur. Donc, troisième répercussion, l'obésité. Autre chose qui est très, très important, que ce soit pour les enfants, adolescents et même adultes, les écrans prennent beaucoup de temps et ça a des répercussions sur le développement de l'attention et de la concentration. Donc, c'est-à-dire qu'on aura des problèmes de pensée, de réflexion et de raisonnement si on est toujours devant les écrans. Ça nous empêche de réfléchir. Je vais en parler tout à l'heure, mais il faut savoir que si on absorbe, on ingurgite que des informations, on en prend, après on n'a plus envie de se faire notre propre opinion. On peut aussi avoir des troubles du comportement, même des conduites très violentes. Ça, c'est plus chez les enfants. Autre point très, très important que j'estime l'un des plus graves, juste après le trouble de l'attention et de la concentration, c'est l'usage du numérique chez des adolescents qui découvrent la sexualité. Comme vous le savez, ce sont des adolescents, ils sont vulnérables, c'est la grande découverte du corps et de la sexualité. Et quand ils le découvrent, ils ne sont pas là comme avant, jadis, j'ai dit jadis, je sais ce que je dis, c'était les magazines Playboy, etc. On voyait des jeunes femmes comme ça, jolies et tout. Mais maintenant, c'est plus ça. C'est vraiment des sites pornographiques très violents où la femme est brutalisée et elle est dégradée. Et pour eux, ils vont penser que c'est la normalité. Pourquoi? Ça se passe sur YouTube, ça se passe sur Internet. Pour eux, c'est une connaissance, c'est une information. Ça peut être que la réalité. Pour la petite histoire, j'ai eu un adolescent qui avait violenté une autre jeune fille. Pour lui, elle aime ça, parce qu'il a vu sur les sites Internet que l'autre femme aimait ça, alors qu'il n'avait pas compris que c'était une actrice. Vous voyez un petit peu, exposer cet adolescent à ça, c'est vraiment très grave. Alors, la question fatidique je sais que vous connaissez toute la réponse, c'est: les écrans développent-ils une addiction? Certainement que oui, c'est indéniable. Une addiction comportementale, le fait de rester tout le temps sur l'écran et faire passer comme ça, et à un objet, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'une tablette, d'un smartphone, de quelque chose. C'est une addiction comportementale et à un objet. On considère qu'il y a une addiction, qu'il y a une utilisation intensive d'Internet quand ça dépasse les 2 heures. Alors, quand ça dépasse 1 heure, on abuse d'Internet, et quand on dépasse 2 heures, c'est l'addiction. Alors, il existe un rapport compliqué. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Ces personnes vulnérables, j'ai pris l'exemple des adolescents qui sont en rupture sentimentale, qui sont fragilisés. Vous savez que c'est un moment où ils peuvent faire de très, très mauvaises rencontres sur le net s'il n'y a pas de surveillance. Donc, vous voyez un petit peu le danger des écrans. A contrario, on peut avoir des adolescents qui sont rejetés, enfants ou adolescents, qui sont rejetés, qui peuvent trouver du réconfort à travers les films et les séries pour un moment, s'ils sont rejetés. Donc, vous voyez un petit peu le rapport compliqué des écrans. Ça peut être bon, ça peut ne pas être bon. Le tout, faut qu'il y ait une surveillance. Je vais le répéter souvent. Je vais me répéter souvent, mais c'est pas grave. Quelles recommandations? Alors, vous avez la règle des 3, 6, 9, 12. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette règle interdit ou limite au maximum tout écran avant 3 ans. Interdit la console de jeu portable avant 6 ans. Interdit l'utilisation d'Internet avant 9 ans, interdit l'utilisation d'Internet sans accompagnement avant 12 ans. Donc, comme toute règle, vous savez, il faut qu'on fasse preuve de souplesse. On doit la connaître, cette règle des 3, 6, 9, 12, mais il faut savoir qu'on peut être souple et qu'il existe des exceptions. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça durant l'intervention. Alors, pas d'écran avant 3 ans. Vous savez que pas d'écran avant 3 ans, soyons honnêtes, c'est quasi impossible. Qui n'a pas exposé son enfant de 2 ans et demi ou de 1 an et demi à un écran? On peut, quand je dis souplesse, on peut faire regarder un dessin animé ou faire écouter de la musique
à un enfant de moins de 3 ans, mais il faut sélectionner le programme. Il ne faut pas que ça soit une exposition intensive et permanente. Et pour les 3 à 10 ans, on peut autoriser certaines choses, mais il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut qu'il y ait une surveillance. C'est pour ça qu'on ne doit pas accorder aux enfants ou aux adolescents les écrans comme un droit. Ça doit pas faire partie du quotidien. C'est pour une détente, après les compositions, pour des moments de récompense, d'accord? Ce qui est important à savoir, c'est que l'écran, surtout en période de pandémie, ce n'est pas un doudou. Vous savez ce que c'est qu'un doudou. Le petit objet transitif, c'est pas un doudou pour les enfants et c'est pas une nounou pour les plus grands. C'est les parents dont on a besoin. Alors là, je voudrais dire un petit mot sur une salle de l'éducation nationale. Autant on a pensé à mettre en place l'éducation sexuelle, mais il faut aussi qu'il y ait l'éducation au numérique. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'éducation nationale, le côté public, il n'y a aucune éducation au numérique, ça c'est certain. Par contre, pour le côté privé, vous avez une formation au numérique, c'est-à-dire comment créer une page web, comment ouvrir un compte Facebook, comment utiliser ceci ou cela. Mais il n'y a pas d'éducation au numérique. Je m'explique, que ce soit les parents ou que ce soit les enfants, il faut qu'on explique qu'il faut qu'il y ait une utilisation raisonnable et rationnelle de ces écrans, pas tout le temps. Et ça doit se faire à l'école. Même si nous, en tant que soignants, on peut conseiller les parents, mais il y a aussi l'école qui éduque. Et c'est très, très important. Vous avez l'école qui éduque, vous avez les parents, et nous, on est là pour donner des conseils. On n'est pas en train d'éduquer en tant que soignant. Et ce qu'il faut savoir, vous savez que l'usage aberrant du numérique conduit à l'appauvrissement du vocabulaire. Même nous, en tant qu'adultes, on en perd notre orthographe et on perd. Et aussi, on perd l'interaction. Par exemple, maintenant, si on doit dire quelque chose à quelqu'un, le fait de le voir en face, d'aller vers lui, dire bonjour, je voudrais vous dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'introduction, entrée en matière et tout. Avec maintenant le numérique, on envoie un message bien poli. Il y a moins de frustration parfois. C'est plus facile d'envoyer un message que de le dire. Même, je reviens toujours aux relations amoureuses. Écrire par SMS, c'est plus facile que de voir la personne en face. Donc, vous voyez tout ce qu'on perd à cause des écrans. Alors, le numérique a toutefois des côtés positifs. J'arrête pas de le dire, même si j'ai un petit peu énuméré les côtés négatifs. Alors, ça peut être un soutien. Vous savez qu'il y a des enfants et des adolescents par moment qui sont rejetés, ils sont très méchants. Il y a un rejet, donc ils sont exposés à la solitude. Et les réseaux sociaux, pour un moment, peuvent être un lien social pour certains enfants qui sont vraiment marginalisés. Vous avez aussi autre chose, ça aide aux performances intellectuelles. C'est vrai que c'est une ouverture au monde, c'est un outil vraiment de connaissance très vaste qui est mis à notre disposition. Je sais qu'à mon époque, il fallait aller jusqu'à la bibliothèque, il fallait vraiment se déplacer. Maintenant, s'il y a vraiment une recherche à faire rapidement, c'est quand même plus rapide. On va sur Internet, on fait une recherche, c'est quand même magnifique. Le tout, c'est qu'il y ait un discernement entre ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser. Et le mot d'ordre, c'est surveillance des parents. On ne peut pas laisser des enfants livrés à eux-mêmes devant un écran. Comment éviter l'addiction aux écrans pendant le confinement? Parce que pendant le confinement, c'est vraiment pas évident. Alors là, je me répète un peu. C'est vrai que l'outil technologique aide à maintenir un lien social avec l'entourage, pratiquer une activité sportive, le télétravail. Ça a été quand même pas mal d'avoir l'écran au début, hein. Bon, pas pour tous les métiers, hein. C'est vrai que nous, les médecins, on n'a pas eu de congé exceptionnel. Il y a des métiers, par exemple, comme la visite médicale, vous avez eu le télétravail quand même. Donc, je sais que ça n'a pas été évident pour vous. Mais c'était quand même bien d'avoir les écrans. Alors, depuis l'annonce du confinement en mars 2020, donc les Algériens quand même ont dû, pour la plupart, on ne parle pas des policiers, des gendarmes, des médecins qui ont dû aller travailler, les infirmiers et tout. Et pour la plupart, ils ont dû se confiner chez eux. D'accord? Tout ça, le but, c'était quoi? Mettre un terme à la circulation de la Covid-19 au sein de la population. Et il y a eu des priorités qui se sont dessinées. Premièrement, occuper les enfants coûte que coûte. Rester en lien avec les personnes les plus fragiles, donc les grands-parents, sans les voir. Donc, il fallait, heureusement qu'il y avait WhatsApp, qu'il y avait Viber et qu'il y avait Skype quand même. Et pour ceux qui sont sportifs, beaucoup qui sont connectés sont sportifs. Donc, faire du sport et parfois travailler à distance. Ça, c'est pas pour nous, ça, c'est pour les autres. Nous, je parle des médecins. Alors, quel est le dénominateur commun de tous ces objectifs-là? C'était quoi? C'était les écrans. Donc, les écrans les plus jeunes, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui,
ils se sont retrouvés à passer beaucoup de temps en ligne. D'accord? Beaucoup de temps en ligne, les appels vidéo, les smartphones, etc. Il y a des enfants qui ont trouvé des sites magnifiques pour faire du sport aussi à la maison. Ça a aidé quand même beaucoup les parents, parce que les parents qui se sont retrouvés à pas pouvoir faire sortir leurs enfants, c'était quand même très difficile. Donc, heureusement que ces enfants avaient trouvé cette solution de l'ordinateur. Alors, cette situation inédite va-t-elle donc nous plonger dans une dépendance plus forte aux écrans? C'est sûr que oui. Mais heureusement, il y a des solutions pour éviter de sombrer dans l'addiction. Premier réflexe qu'il faut avoir, c'est respecter les règles habituelles, les bonnes règles. Par exemple, celle 3, 6, 9, 12. Les écrans en soi ne sont pas mauvais. C'est la façon dont on les utilise qui est mauvaise. D'accord? Un exemple, l'exemple le plus pertinent pour moi, nous les adultes, durant la pandémie de la Covid-19, on laissait, vous me direz pas non, on a laissé les chaînes d'information en boucle se répéter, pensant qu'on allait rater quelque chose. D'accord? Mais ça, c'est vraiment addictif. Pourquoi? Tout ce qui capte notre sensorialité, toutes ces images répétitives, ritualisées et tout, empêche, le jugement et le raisonnement. Et c'est vraiment addictif. Donc ça, c'était par exemple pour les adultes. Mais c'est la même chose pour les enfants. C'est la même chose pour les enfants. Quand on met des dessins animés, quand c'est les mêmes qu'on répète, les mêmes, et quand on voit que le contenu n'est vraiment pas intéressant, il faut s'intéresser au contenu. Donc, en tant que soignant, quand vous voulez donner un conseil aux mamans, ne dites pas « Ah non, les dessins animés, mais c'est pas tolérable, c'est pas possible, pas d'écran ». Non, il faut dire quel dessin animé vous faites regarder à votre enfant? C'est quoi l'histoire? Est-ce que vous changez de dessin animé? Est-ce que vous avez vu s'il y a des comportements violents ou pas? Qu'est-ce qui pousse à la violence? Quelle sorte de couleur? Il faut vous intéresser à ça. Parce que si vous dites aux parents c'est intolérable, il faut pas, c'est interdit, ils vont pas vous écouter, surtout en période de pandémie de la Covid-19. Alors, astuce anti-addiction. Déjà, première chose, le choix des applications, les jeux vidéo. Déjà, ces jeux-là, répétitifs, je n'ose même pas m'en approcher, personnellement. Ces jeux répétitifs où on répète la même chose, là, avec les fruits, les légumes, là, c'est le même geste. Ils sont mis en place exprès pour stimuler la production de dopamine et pour nous rendre encore plus addicts. Donc, déjà, il faut éviter. Si vous aimez jouer, essayez d'éviter ces jeux où il y a ces gestes répétitifs. Il y a des jeux plus intéressants. Aussi, il y a autre chose. Et là, il faut oser le faire. Quand quelqu'un vous dit « j'ai un problème d'addiction », que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Pour l'adulte, c'est plus simple que pour l'enfant. Il faut proposer de prendre une feuille et un stylo et de noter qu'est-ce que vous avez à faire. Parce que personne, aucun adulte responsable n'a rien à faire. Quelqu'un qui dit « je m'ennuie ». Celui qui s'ennuie, il trouve une activité, il va trouver. Ne fait que se reposer. Lire un roman. Par exemple, nous, actuellement, on est en pleine recherche. On est en train de lire des bouquins scientifiques. Mais vous avez les romans aussi qui permettent de s'évader. Donc, lire, ranger ses vêtements, c'est vraiment personnalisé. Mais il faut faire des listes. Et si on s'attaque à ça, on n'aura pas le temps de passer notre temps sur les tablettes. Et là, c'est pas que pour les enfants, je parle des adultes. Parce que vous allez voir qu'il y a un mouvement de mimétisme de l'enfant et de l'adulte. Comment voulez-vous qu'un adulte soit crédible si lui, il est addict? S'il dit à son enfant, ne touche pas à ta tablette, va faire tes devoirs. Et que lui, il est tout le temps sur sa tablette. Il y a aussi des paramètres de temps aussi. Ça, c'est une astuce anti-addiction, paramètres de temps qui verrouillent aussi à un moment de la journée les applications. Et donc, ça les verrouille et ça limite aussi le temps. S'il a joué une demi-heure, après, ça va s'arrêter. Autre astuce qui rend aussi les applications moins attrayantes, c'est de rendre l'écran noir et blanc aussi. Alors, ce que je disais tout à l'heure, pour les adultes, limiter le temps passé sur Internet, sur les applications, c'est difficile. Mais pour les enfants, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'adulte, si moi, j'ai décidé d'arrêter, je ne veux plus avoir recours à cette tablette tout le temps, à ce jeu-là. Si je suis motivée, j'ai décidé, je vais appliquer. Je passerai à l'action. Mais l'enfant, il y a un autre travail à faire, c'est le convaincre que c'est pas bon pour lui. C'est pas évident. Vous pensez, vous allez dire à un enfant, ah oui, tu auras des troubles de l'attention et de la compréhension et tu auras du mal à travailler. Il va pas du tout intégrer ce que vous êtes en train de lui dire. Donc, ce qui est important pour les parents quand vous les voyez, c'est de mettre en place un programme au quotidien.
Parce que l'enfant a besoin d'être cadré et structuré dans la journée. Au début, peut-être qu'il va ronchonner, mais après, ça va le rassurer. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que très souvent, vous avez des parents qui vont dire stop, arrête, mais pas donner l'autre alternative. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, première chose, je disais, il faut respecter la règle des 3, 6, 9, 12. D'accord, on continue à respecter ça. Et bon, là, c'était un petit clin d'œil à une personne qui est connectée de dire en gros. Ça se dit pas en gros, hein. La personne va se reconnaître. Il faut éviter de laisser les enfants livrés à eux-mêmes. Il faut toujours essayer de les accompagner, faire des activités avec eux. Alors, ce que je disais, sans programme, toutes les règles qu'on peut donner aux parents vont être inapplicables. Alors, il faut essayer de ne pas se mettre, nous, au-dessus des parents en disant, voilà, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, et tout rentrera dans l'ordre. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas compétent. Là, vous allez mettre en échec les parents. Il faut les conseiller, dire qu'il faut mettre un programme. Alors, quand je dis un programme, c'est quoi? Si vous dites aux parents, par exemple, si vous dites stop, il faut stopper ça. Si le parent dit, voilà, Younes ou la Wildi, arrête de faire ça. D'accord, arrête, mais à la place, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une autre activité. Parce que si vous dites à quelqu'un, ne fais pas ou fais, alors si vous dites fais ça, il faut l'accompagner. Et quand vous dites ne fais pas, il faut lui dire tu feras ça à la place. Donc là, ça va dépendre, ça va être personnalisé. Puzzle, coloriage, n'importe quoi. Mais il faut faire une activité avec la personne. Il faut s'intéresser à ce qu'elle aime. Au début, vous accompagnez l'enfant et après, il va s'autonomiser. Mais au début, il faut l'accompagner, c'est très important. Quand on fait un enfant, après, il faut le suivre, c'est un projet. Alors, autre point aussi important, autant que cette pandémie de la Covid-19 nous a stressés, nous a angoissés à nous, mais sachez que les enfants aussi, ils ont été angoissés. Ils ont été angoissés pour plusieurs raisons. Première des choses, ces écrans. Quand ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, il y avait un tas d'informations. Au début, ils ont dit que les enfants étaient indemnes, qui n'allaient pas être touchés. Après, ils ont commencé à dire bébé de 6 mois qui est mort, etc. Donc, il y avait beaucoup d'informations contradictoires qui venaient. Alors, imaginez, nous, en tant qu'adultes, on a été stressés. Imaginez cet enfant. Beaucoup de stress. Autre chose, vous avez aussi ces enfants. Ce sont des éponges. S'ils avaient une maman ou un papa ou un frère qui était angoissé, ils absorbent cette angoisse. Donc, mais ce qui est problématique, le vrai dilemme chez les enfants, c'est qu'ils vont pas vous dire papa j'ai peur ou maman j'ai peur, je suis angoissée. Ils peuvent avoir des comportements insupportables ou être très sages et retirés. Ils ne vont pas forcément s'exprimer. C'est pour ça qu'il faut être présent près de ces enfants. Et c'est les parents qui doivent être présents et pas les écrans. Alors, ce qui est très important, même si j'ai dit beaucoup de choses sur les parents, je ne les ai pas trop épargnés aujourd'hui, inutile de les culpabiliser, ça ne sert à rien. D'accord? Surtout que ça n'a pas été évident. On sait que ça n'a pas été évident pour eux parce qu'il y a eu beaucoup de situations. Hein. Il y a eu des parents qui étaient séparés, donc la maman se retrouvait seule. Si c'était la grand-mère qui s'occupait d'eux avant, elle ne pouvait pas les emmener à chaque fois. Elle devait prendre des congés. Il y a beaucoup de situations innombrables et incalculables. Donc, je vais parler un petit peu de pratique. Je vais vous parler de pratique. Donc, addiction des enfants au numérique, l'écran est souvent le symptôme et pas la cause. Pour vous dire que c'est un symptôme, ça n'a pas tout causé. Ce n'est pas la cause de tous les maux. Alors là, je me répète encore, nous l'avons déjà dit, avec cette longue période de confinement, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont passé beaucoup de temps. On a dit beaucoup de temps sur les écrans. Pourquoi? Parce qu'il y avait c'était la règle. Dans les écoles privées, c'était des applications Zoom et dans les écoles publiques, il y avait ces vidéos YouTube. Mais en plus de ça, il y avait des longues heures passées après les cours, à passer à regarder la télé, à jouer, etc. Et chaque famille a vécu son histoire. Chaque famille qui va venir se présenter va vous raconter une histoire. Soit la maman était seule avec ses enfants, soit c'est vrai, elle était en télétravail sur son PC, et il y avait les enfants qui venaient à chaque fois sur elle. Chacun va vous raconter une histoire. Et l'objectif principal de toutes ces familles qui étaient mises à mal, il faut dire ce qu'il en est, c'est comment occuper ces petits monstres. Alors, l'écran de télévision est apparu la solution la meilleure pour beaucoup et la solution miraculeuse. Oui, certainement, c'est une solution. On ne va pas l'interdire complètement,
mais on l'intégrera dans un programme. Je sais que je répète beaucoup le bon programme, mais c'est très important. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut dire, c'est vrai qu'il y a un danger? Il y a un danger. Il est indéniable. C'est surtout pour les tout petits. Donc, pour les tout petits, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas interdire n'importe comment. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas interdire? Parce que si vous interdisez, ça ne va pas être appliqué. Il faut dire qu'il faut choisir les programmes. Mais ça a été prouvé par tous les pédiatres, tous les pédopsychiatres, les mamans ou les nourrices, c'est surtout les nourrices, c'est pas les mamans, qui exposent de façon intensive et permanente les enfants aux écrans. On a vraiment de gros troubles du développement, de l'attention et de la concentration et donc de l'apprentissage et de la pensée par la suite. C'est pour ça que c'est quand même assez inquiétant. Donc là, j'ai pris l'exemple de Sarah avec un H, comme notre déléguée d'Infamedis. Mais c'est pas elle. Hein. C'est vrai que cette Sarah est aussi déléguée médicale, mais c'est pas notre Sarah. Hein. Donc Sarah, c'est une maman, très très bonne maman, mère de 4 enfants, qui a toujours très très bien géré ses enfants, qui est très très stricte. Il n'y avait pas de dessin animé, c'était un dessin animé chaque semaine, donc c'était que le vendredi. Même je trouvais qu'elle était un peu trop stricte, mais bon, c'était sa façon de faire, ça marchait bien. Mais avec le confinement, elle s'est retrouvée dans une situation très difficile. Le mari médecin qui n'était pas là, en plus pneumologue, donc qui a été vraiment très pris par son travail, elle s'est retrouvée seule. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour s'occuper des plus grands, elle mettait la petite Shaima de 2 ans devant un dessin animé, Ours Brun qu'elle aime beaucoup. Elle mettait ça tous les jours. Et Sarah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourtant très stricte avant, elle dit, j'apprécie bien, heureusement que j'ai trouvé l'écran. Alhamdoulilah que j'ai trouvé l'écran pour m'aider, faute d'autre chose. Donc, c'est sûr que l'écran l'a aidé à ce que Shaima soit sage, ça c'est certain, mais on a expliqué à Sarah durant l'entretien téléphonique qu'il fallait qu'elle s'attende après qu'il y ait un sevrage. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver avec une petite fille qui va être comme une toxicomane, une addicte comme ça, qui va pas se calmer, qui va être surexcitée devant l'écran. Et à ce moment-là, cette inquiétude, vous savez, les parents n'ont pas pu entendre vraiment ce qu'on disait. C'était vraiment une situation inédite, donc ils n'ont pas entendu. Pour eux, non, c'était la seule solution, c'est pas si grave que ça. Alors, qu'est-ce que nous a dit Sarah? Je ne culpabilise pas, elle nous a dit, juste un petit peu. Mais qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit, je sais que c'est une situation qui ne va pas durer. Donc, ce n'est pas la peine de stresser comme ça. Quand le rythme va reprendre, je pourrais redevenir la Sarah d'avant très, très stricte, comme j'étais avant, la bonne maman que je suis, même si maintenant je suis un petit peu une maman lamentable. Là, Sarah fait erreur, car on ne sait pas c'est quand que cette pandémie va s'arrêter. Donc, ce n'est pas la solution de se dire, je bourre maintenant d'écran et puis après, ça va passer. Donc, cette période aura amplifié certains problèmes, mais ne les aura pas créés. Pour vous dire que le problème avait commencé avant. Donc là, pour vous dire les professionnels, alors là, je vais vous parler un petit peu d'avis différents. Je trouve que c'est très enrichissant d'avoir plusieurs avis pour se faire notre propre avis. Donc, je ne suis pas venue là pour vous donner mon avis. Je vais vous dire tout ce qui s'est dit sur le sujet et on va se faire un avis ensemble. Après, vous pourrez partager avec moi. Ça me fera plaisir de vous partager avec moi ce que vous en pensez. Alors, vous savez que les psychanalystes sont connus pour ont été connus pour culpabiliser les parents. Surtout les parents d'enfants autistes, en stigmatisant et en taxant les mamans de femmes frigidaires. Vous vous rappelez. Donc là, que ce soit pour des raisons floues et obscures, actuellement, les psychanalystes sont pour le fait de déculpabiliser les parents. Je trouve ça bien. Il ne faut pas les culpabiliser. Et pour eux, l'écran ne va pas être la cause de problèmes par la suite. Là, par contre, je ne les suis pas. Là, je suis juste le fait qu'il ne faut pas culpabiliser les parents. J'ai pris l'exemple de Michael Stora, vous savez que c'est lui qui écrit le plus actuellement, qui dit que si des problèmes émergent, c'est que cette période les aura amplifiés, mais ne les aura pas créés. L'écran est souvent le symptôme, mais pas la cause. Donc, il dénonce le fait qu'on stigmatise et qu'on culpabilise ainsi les parents. Donc là, pour vous parler aussi d'autre chose, c'est vrai. Là, il parle d'écran, ce Michael Stora, mais il faut dire que les psychoses à l'adolescence ont flambé au niveau du service de pédopsychiatrie. On se pose la question, est-ce que c'est la pandémie de la Covid-19 qui a fait ça ou est-ce que c'est plus parce que les parents étaient plus présents et qu'ils ont beaucoup plus pu observer leurs enfants? Alors, une position autre que les psychanalystes, donc qui n'est pas partagée pour tous les professionnels, donc pour eux, la période de confinement
où on a des règles familiales complètement relâchées, la scolarisation est complètement perturbée, comme là, cette histoire de un jour sur deux, une matinée sur deux, les troubles du sommeil à cause des écrans, ces sites pornographiques, ces jeux vidéo violents, on craint réellement l'apparition de dépression des enfants et des adolescents. Et c'est vrai. Donc, pour conclure, ce que je pense, même si les avis sont partagés, certains relativisent le danger des écrans durant le confinement sans le dénier. On ne dit pas qu'il n'y a pas de danger, mais on relativise, il ne faut pas être alarmiste. Certains autres sont plus ou moins alarmistes. Ils espèrent que ça s'arrête rapidement parce qu'il y a un réel, c'est vrai, il y a il y a vraiment un danger d'avoir des dépressions des enfants et des adolescents. La vigilance et la prévention est la meilleure des dispositions. C'est-à-dire, on ne va pas interdire les écrans radicalement, mais on va imposer des règles familiales avec un programme. Et ce programme doit être personnalisé. C'est important. Chaque famille est différente. Il y a un temps pour jouer avec un adulte. C'est un exemple de programme que je vous donne. Un temps pour jouer avec un adulte ou un plus grand. Un temps pour jouer seul. Il y a un moment où on est autonome pour tout âge. Un temps pour manger, ça c'est important. Et quand on mange, on éteint les écrans. Un temps pour faire ses devoirs. Un temps faire ses devoirs seul et faire ses devoirs avec les parents s'il y a une aide. Un temps pour faire du rangement, d'abord avec les parents, puis tout seul, parce que si vous espérez que vos enfants aillent ranger leurs affaires tout seuls, c'est pas possible. Il faut d'abord leur montrer comment faire, après ils feront tout seuls. Un temps pour se détendre ou se reposer, un temps pour lire, c'est aussi important, un temps pour échanger avec la famille, pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un enfant, il faut échanger avec. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils viennent tout seuls vous parler. Et un temps, il y en a un temps pour les écrans. Donc, il y a un petit temps pour l'écran quand même, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps pour les écrans. C'était pour ce que j'avais à dire concernant les écrans. Je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'il y a des questions. Si quelqu'un veut faire... Je vous remercie, professeur. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci à vous. Et je vous avoue, moi-même, j'ai des questions. Oui, avec plaisir. Est-ce que, en tant que médecin, vous donnez ce genre de programme pour les parents pour qu'ils puissent l'appliquer à leurs enfants et est-ce que les parents adhèrent réellement à ce genre de programme? Parce que je trouve que c'est un bon programme où ça initie l'enfant à lire, à faire des activités à la maison telles que ranger, surtout manger sans se connecter ou sans être branché quelque part. Est-ce que réellement les parents arrivent à adhérer à ce programme ou il y a toujours une difficulté à l'appliquer Alors justement, c'est une très 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 bonne question et je te remercie Emina pour cette question. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la pandémie de la Covid-19, on avait des enfants qui venaient consulter, mais pas autant que maintenant. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus rare. Maintenant, avec l'amplification du phénomène, ils sont venus. Le souci qui s'est posé, c'est que les services de pédopsie, le service de pédopsie d'Oran avait dû suspendre son activité pendant un moment. Donc, il n'y avait que des appels téléphoniques qui étaient présents. Et c'était plus pour demander de l'aide, mais de façon anarchique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un programme. Et même le ministère de la Santé ne nous a pas laissé vraiment la latitude de mettre en place un programme. Donc, il faut dire ce qu'il en est. En tant que professionnel de la santé de l'enfance, on s'est réveillé assez tard. Ce n'est qu'au mois de septembre, on a mis du temps, il faut dire ce qu'il en est. Au mois de septembre, on a lancé les premières formations de psychologues pour pouvoir justement accueillir ses parents et leur expliquer comment appliquer ce programme. Donc, ça a été lancé que depuis un mois et demi. Oui, en même temps, la pandémie nous a tous surpris, donc on a mis tous du temps à réagir par rapport à ça. On avait aussi l'espoir que ça s'arrête très rapidement, mais ce n'était pas le cas et ce n'est toujours pas le cas. Donc, on espère que ça va aboutir à quelque chose, étant donné qu'avec la pandémie, vous avez remarqué une accélération d'addiction. Et je suppose aussi, bien évidemment, pour les parents, hein. Personnellement, nous aussi, nous avons été addicts aux écrans, aux informations, à la médiatisation pour en connaître davantage sur le Covid, sur les circonstances, sur comment se comporter. Et donc, c'est-à-dire, je pense qu'il faut une bonne sensibilisation pour que les gens prennent conscience et décident de s'arrêter. Il faut continuer sa vie telle
que nous l'avons tracé au départ. Et il faut continuer à travailler et à faire nos activités. Et voilà. Exactement. Et ce qui s'est passé, parce il y a eu quand on a lancé la formation, on a eu des reproches. Il faut dire ce qu'il en est de l'éducation nationale des parents d'élèves qui disaient vous vous êtes pas réveillés, on s'est réveillé trop tard. Je ne sais pas qu'on s'est réveillé trop tard, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens d'accéder aux gens à ce moment-là. Les gens étaient paralysés. Et il faut dire ce qu'il en est. Le ministère de la Santé a axé tous leurs efforts sur les services de médecine somatique. Parce que c'était vraiment arrêter la circulation de la Covid-19, s'occuper des patients qui étaient malades, et toutes les répercussions psychologiques, les complications psychiatriques ont été reléguées au second plan. Ça a été une erreur, parce qu'on va en voir de plus en plus des problèmes par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait. Oui. Je crois que je vois une question de Linda. Comment faire pour ces jeux qui sont très attractifs et que même certains enfants âgés et qui n'arrivent pas à arrêter de jouer? Mais justement, c'est ces applications dont je vous ai parlé. Le fait de les rendre moins attractifs, c'est le fait de rendre, par exemple, l'écran noir et blanc, le fait de limiter aussi le temps, les applications qui limitent le temps et qui verrouillent aussi le téléphone carrément à un moment donné. Donc, c'est ça qu'on peut mettre en place. Et aussi le fait d'accompagner l'enfant et de mettre d'autres activités en place. Comme on a dit, lecture, coloriage, faire des spectacles, faire des gâteaux. Il y a beaucoup d'activités. Activités qui poussent l'enfant à être calme, activités qui poussent l'enfant à être créatif. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut mettre en place. Mais il faut juste que les parents s'adaptent parce que tous les jeux qu'on faisait quand on était petits, nous, on les a soit oubliés, soit on est passé à autre chose. Maintenant, quand on voit un enfant qui est sur son écran et qui sait l'utiliser, on les baba devant en disant « Oh, il sait faire le 1, le 2, il connaît toutes les applications et tout. » Alors qu'il faut revenir aux anciens jeux, c'est très, très important. Je n'ai pas dit qu'il faut empêcher nos enfants, il ne faut pas les empêcher d'être dans le progrès, pas du tout. Mais il faut quand même préserver les anciens principes d'avant, sinon on va au-devant de beaucoup de complications. Effectivement. Y a-t-il d'autres questions? Alors, par contre, je n'arrive pas à voir les personnes qui sont connectées. Si je les voyais, je pourrais. Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas des remarques, n'a pas reçu des parents comme ça, qui voudraient partager quelque chose, ou même un souci avec son propre enfant. Exactement. Vous pouvez lever la main. Normalement, c'est noté à droite, en dessous du chat, n'est-ce pas, Adel? C'est bien ça, Adel. C'est en dessous c'est au niveau de leur écran. On t'entend pas, Adel? Adel, on t'entend pas. Je pense que le micro est coupé. Alors, il y a une personne qui a parlé, qui remercie pour ce webinaire. Je vous en prie, c'est un plaisir. Mais alors, son fils joue chaque jour à 2 heures de Free Fire. Waouh. C'est un jeu assez... 2 heures seulement. 2 heures, il n'y a pas autre chose. Il y a aussi la télévision, je suppose. Vous pouvez répondre en même temps. Zitoun Selwa. Oui. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Peut-être que la personne écrit. De toutes les façons, il ne faut pas en avoir honte. C'est un problème. Voilà. Parce que je vais vous dire une petite, juste ce qui m'est arrivé hier soir. Hier soir, j'ai pour habitude les présentations, je les fais lire. Et quand la personne a lu la première plaque, la personne m'a dit « Non, la première plaque, il faut la retirer parce que ça parle de moi. » Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui ont leurs enfants qui jouent, mais il faut réagir. Exactement.
il faut réagir, il faut voir l'âge aussi de la personne. Pour Zitoun Selwa, il faut voir l'âge de l'enfant. Il faut essayer maintenant, s'il est un petit peu grand. Oui. Zitoun Selwa, elle répond, elle dit oui le soir. Et Ahmed nous dit, est-ce qu'il y a une relation entre les jeux d'écran et l'autisme? Alors, une relation entre les jeux d'écran et l'autisme, il y a une relation, mais c'est pas une relation de causalité. C'est pas les écrans qui causent l'autisme. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui viennent en disant je culpabilise, j'ai laissé ma fille toute la journée, ma belle-mère aussi a laissé ma fille toute la journée devant les écrans et maintenant elle est autiste. C'est pas une causalité. Ça accentue le trouble. Il est mis en évidence. Mais quand on supprime l'écran, les signes d'autisme diminuent, mais ils ne disparaissent pas. C'est-à-dire que c'est pas un lien de causalité. C'est un lien d'amplification et d'accentuation. D'accord, parce qu'il me semble, en parlant d'autisme, que beaucoup de parents, je pense que ces derniers temps, occupent leur bébé, je dis bien leur bébé avant les 3 ans, par des écrans, par la télé, chose que nos anciens mamans ou parents ne faisaient pas. Donc, je pense que, je sais pas, de par votre expérience, je pense que ça se fait de plus en plus en ce moment. Est-ce qu'il y a eu Justement, oui, pour les tout petits, c'est ça, parce que bon, c'était une présentation, j'ai voulu toucher tous les âges, il y a même certains éléments qui touchaient les adultes, mais vraiment, ce qui est le plus dangereux, c'est pour les moins de 3 ans, parce qu'il a été démontré qu'il y a des troubles du développement, de l'attention, de la concentration et donc de la pensée. Tout à fait. Ça veut dire que ce sera un enfant qui aura du mal à penser, à raisonner. Exactement, qui est commandé par ce qui est montré à travers les écrans. Exactement. Donc, c'est ça aussi le plus dangereux. Donc, mais s'il y a vraiment un autisme qui a été développé, ce ne sera pas à cause. Ce sera pas à cause de ça. Mais le fait d'avoir un trouble d'apprentissage, le fait de ne pas être attentif, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans vos consultations, il y a beaucoup de mamans qui disent mon fils est hyperactif parce qu'il n'arrive pas à se concentrer. Alors oui, vous savez, c'est le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dès qu'il y a un trouble d'attention, on se dit sûrement il doit être hyperactif. Alors que non, pensez aux écrans. Pensez aux écrans parce qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui sont sur ces écrans-là. Et avant 3 ans, la plupart sont devant les écrans. C'est pas les mamans qui les ont mis devant les écrans. Maintenant, beaucoup de mamans travaillent. C'est la nourrice qui l'a fait pour se faciliter la tâche. Vous pensez vraiment, avec 5 ou 6 enfants qu'elle prend dans la journée, elle va se mettre à stimuler l'enfant, à jouer avec lui, à essayer de faire des jeux symboliques, reproduire des scènes, interagir avec lui, lui faire des jeux d'imitation. Pas du tout, c'est plus facile de mettre l'écran, tout le monde est sage. Tout à fait, tout à fait. Oui, je pense que maintenant, les parents n'essayent même plus de jouer ou de stimuler un peu la créativité des enfants. Surtout quand ils sont jeunes, avant de rentrer à l'école, ils prennent plus la patience de jouer avec eux ou de leur donner des jeux, d'essayer de stimuler leur pensée, leur réflexion, leur raisonnement. Exactement. Oui. Parce que ça prend du temps. C'est pour ça que je dis à chaque fois, quand on a un enfant, il faut se dire qu'avoir un enfant, c'est pas juste un pion en se disant j'ai un enfant, 2 enfants, 3 enfants. C'est vraiment un projet à mener à terme. C'est pas évident. Donc, par exemple, quand on est très occupé, faut pas en faire 5. Oui. Parce que quand on travaille, pour moi, en tant que ça, c'est un avis professionnel. Quand on travaille et qu'on a 5 ou 6 enfants, je sais pas comment ce qu'on fait. C'est soit qu'on travaille pas correctement, soit qu'on n'éduque pas correctement. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement. Il y a une des 2 choses qu'on ne fait pas correctement. Il y a une maman une fois qui m'a dit, oui, moi, je suis radiologue dans un EPSP. Elle a fait 4 enfants. Oui. Je pointe le matin, je sors une heure après. Là, j'ai compris pourquoi est-ce qu'elle a pu faire 4 enfants. Mais quand on voit une personne qui est très prise de 8h à 16h, parfois jusqu'à 18h, qui a fait 4 enfants, je me dis pauvre enfant, parce qu'il n'y a pas assez de temps qui est donné. Et même s'il y a des substituts maternels, il y a des substituts maternels. Il peut avoir une grand-mère ou autre. Mais la remarque que je peux faire, c'est qu'une grand-mère, ça dépend du tempérament de la grand-mère. Il y a des grand-mères qui sont très, très stimulantes, très réactives, qui peuvent être très jeunes, très bien.
Mais il y a des grands-mères, une fois qu'elle a élevé tous ses enfants, qu'elle a fait un médecin, un pharmacien, un cordonnier et une secrétaire, elle va pas encore trouver la patience d'élever encore les enfants des autres. C'est pas évident. Oui, tout à fait. Alors, je reviens sur la réponse de Madame Zitoun Selwa. Elle dit, parfois, je joue avec lui. Je trouve que c'est un jeu qui stimule son intelligence. Il a 5 ans, son enfant. Stimuler l'intelligence, je pense qu'il y a d'autres moyens de stimuler l'intelligence. C'est pas le meilleur moyen. Parce que l'écran va vraiment le mener à autre chose après. Il faut commencer à diminuer, mais pas diminuer brutalement. Hein. C'est comme un sevrage. Hein. Passer à 1 heure. Bon, vous soyez avec lui, c'est bien, comme ça vous contrôlez. Il y a quelque chose de positif dans ce que vous nous dites, c'est que vous contrôlez. Mais 2 heures, c'est beaucoup. Vous savez que 2 heures, on rentre dans l'utilisation intensive quand même. Tout à fait. On a une question. Certains parents optent pour des actes radicaux en suspendant la connexion Internet et je trouve que cette conduite a un effet encore plus néfaste, je pense. Tout à fait, Toufir, c'est vrai. Il faut pas être radical comme ça. Il faut jamais être radical avec les enfants. Il faut être toujours dans la discussion. Alors, la discussion, l'échange, pas dans la négociation. On négocie pas avec un enfant, mais il faut être dans la discussion. C'est pas une négociation de dire s'il te plaît, si je te donne ça, j'aurai ça. Faut pas être dans ça, mais il faut discuter. Mais couper radicalement Internet, c'est une preuve que le parent a été mis en échec. Le fait de couper, il faut pas couper. Tout à fait. Il y a Madame Linda aussi qui dit bonsoir, relation entre écran et dyslexie chez les enfants moins de 6 ans. Relation entre écran et dyslexie. Non, il n'y a pas. C'est cette question, elle revient souvent. Par contre, il n'y a pas de relation. Alors, la dyslexie, je rappelle, c'est un trouble de la lecture. Donc, normalement, c'est pour. Vous avez voulu dire au-dessus de 6 ans, je pense, parce que la lecture, on l'acquiert après, à partir de l'âge de 6 ans, normalement. Oui. Donc, il n'y a pas de relation entre la dyslexie. Il n'y a pas un lien de causalité entre l'écran et la dyslexie. Et en fait, il y a un lien de causalité avec aucune pathologie réellement, hein. Mais il y a un effet d'accentuation. D'accord. C'est le trouble de l'attention et de la concentration. Mais la dyslexie, c'est vraiment un trouble de la lecture, mais qui évolue à son propre compte, qui n'a pas un lien direct avec les écrans. D'accord. On peut utiliser on peut utiliser l'écran comme outil pour la dyslexie. Parce que souvent, la dyslexie est associée à une dysorthographie, à une dysgraphie, problème d'écriture. Donc, souvent, on peut donner l'écran pour ceux qui ont du mal avec le maniement des mains, dysgraphie, dysorthographie, on peut leur donner un écran pour les aider. Donc, on va pas, pour les dyslexiques, on va pas leur supprimer les écrans. Par contre, ça va les aider. D'accord. Il y a Monsieur Mohamed ou Docteur Mohamed qui dit quelles sont les éventuelles complications devant des adolescents addicts aux écrans. Les complications de l'addiction aux écrans, c'est déjà le fait de déprimer, je vous l'ai dit, le fait d'avoir des comportements violents. Et quand on est addict, de s'isoler de la famille. Bon, ça c'est bon. À l'adolescence, il est normal de faire un petit break avec la famille et d'aller plus vers les pairs, ceux qui ont le même âge, etc. C'est-à-dire qu'on va s'orienter vers d'autres choses. Plus pour les décisions scolarité, est-ce que je choisis telle ou telle école? Là, il y aura un lien avec les parents. Mais pour les autres choses, les choix des chansons et tout, ce sera plus les pairs. Mais le fait d'être addict aux écrans, comme je vous l'ai dit, expose à beaucoup de mots. Ça veut dire utilisation intensive de l'écran. Ça voudra dire, comme je vous l'ai dit, les sites pornographiques. Déjà, on n'en parle pas, il y a beaucoup de tabous par rapport à ça, mais c'est un réel problème. On a vraiment ces vidéos, c'est pas forcément parce qu'il y a des parents qui pensent que c'est l'adolescent qui a été vers ces sites. Non, des fois on est sur autre chose et tout d'un coup on a ce site qui sort. Je sais pas si vous l'avez eu. Moi j'ai déjà eu ce problème personnellement. J'ai déjà raconté cette anecdote. J'étais chez mon imprimeur, j'avais mon portable à la main et tout d'un coup vous avez une vidéo de comment faire ceci. C'était comment apprendre quelque chose qui est sorti. Je peux vous dire que j'ai pas du tout été sur ce site-là. Après, on m'a expliqué que tu as été dans un site et d'autres personnes qui suivent ce site
utilise cet autre site. C'est pour ça que ça sort. Donc, c'est quand même… mais je pense quand on parle… Ce que M. Mohamed a voulu dire, les complications de l'addiction, c'est surtout les dépression de l'enfant et de l'adolescent, les comportements violents, parce qu'à cause des jeux vidéo violents, les comportements violents. Oui. Et aussi, plus on est exposé aux écrans, plus on risque de faire de mauvaises rencontres quand on est adolescent aussi. Hein. Vous savez, les ruptures sentimentales, on est vulnérable. Vous voyez quelqu'un qui vous dit moi, j'étais là, je trouve telle personne jolie, tu es très mûr pour ton âge. Il y a eu beaucoup, j'ai déjà fait un travail sur ça. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui dépassent la trentaine. Vous savez, les réseaux de pédophilie, c'est pas à l'étranger, hein. C'est même chez nous. C'est très, très étendu. Méfiance pour les parents. Oui. Alors, y a-t-il d'autres questions? Là, je ne vois pas d'autres questions. Non, moi non plus. Allez-y, c'est le moment ou jamais. Au moins jamais. Avant que l'équipe InFamily vous pose des questions eux-mêmes pour le quiz. Exactement. L'intérêt qu'ils ont porté à l'invitation au sujet lui-même. Je vous remercie, professeur, énormément. Le sujet était vraiment très intéressant pour tout le monde, je pense. D'ailleurs, moi, ça existe. Ces 5 questions, vous allez les trouver. Je pense qu'il est mentionné Pulse en anglais. Voilà, il est mentionné Pulse juste en dessous du chat. Donc là, vous répondez aux questions qui sont marquées. Normalement, les questions vont défiler une par une. Voilà, on voit déjà qu'il y a des réponses. Ils sont en train de défiler. Les questions sont en train de défiler. Là, je dois être présente. Ah. Vous devez soutenir ces médecins. Ah oui, alors Sarah, elle est toujours là pour soutenir ses médecins. Sarah, vas-y, si tu as des questions ou tu as quelque chose à dire. Je vais voir aussi si je fais du bon travail ou pas, si je suis impactante ou pas du tout. Ça va, hein. Pour la première question, ça va. Hein. Attendez, je pense qu'il y a une… Ah oui, il y a Madame Linda qui dit merci. C'est nous qui vous remercions. Oui. Alors là c'est la deuxième question. Donc la question, c'est olanzapine, InFamily est disponible en boîte de 30. En boîte de 30 et boîte de 10, en boîte de 30, boîte de 7 ou boîte de 28 et boîte de 7. Ah, si vous voulez que je vous lise les questions, il y a aucun souci. Oui, je pense que ça serait bien. D'accord. Donc, je vais essayer de relire cette question. Olanzapine InFamedy est disponible en boîte de 30 et boîte de 10, en boîte de 30 et boîte de 7, en boîte de 28 et boîte de 7. Si on répond faux, je serai pénalisée, moi. Excusez-moi, je vois qu'il y a un monsieur Ishaq qui dit bonsoir, j'arrive un peu en retard et c'est une interrogation qui a sûrement été traitée, mais quels sont les symptômes précoces de l'autisme chez l'enfant? Alors, je vais répondre à cette question. Bon, merci monsieur Ishaq d'avoir rejoint le webinaire. Mais c'est pas ce que j'ai traité. Donc, je vais répondre à la question avec plaisir. Donc, les signes précoces, vous avez déjà, je vais vous dire les signes principaux pour pas trop vous surcharger. Vous avez l'absence de fixation du regard déjà, d'accord? L'absence d'interaction avec la mère, l'absence de pointage. Quand on veut montrer quelque chose, quand on veut quelque chose, il ne pointe pas. Déjà, ça c'est parmi les premiers signes. Vous avez aussi l'absence de babillage. Vous avez un enfant qui dit pas si
dans les 6 premiers mois, il dit pas le fameux ba, nanana, ta, ou bien si c'est pas très fréquent, il le fait que de temps en temps, c'est pas bon signe. D'accord? Je pense que c'est ça les signes précoces les plus qu'il faut vraiment retenir. Mais est-ce que avant 6 mois, on peut les trouver, on peut avant 6 mois? Oui. Dès le premier semestre de la vie, les premiers 6 mois, on peut suspecter un diagnostic d'autisme. Alors à ce stade-là, on ne va pas traiter, ça c'est sûr, mais on prend en charge là. Voilà, on va suivre, donc on va surveiller, on donnera des rendez-vous, par exemple trimestriels, et on donnera des conseils à la maman. Donc par exemple, s'il y a un écran, une exposition intensive aux écrans, parce que dès 6 mois, ça peut se faire, on va lui dire un petit peu de diminuer ça. On va prendre l'enfant dans ses bras. On va l'aider pour son allaitement parce que ça aide quand même le fait qu'il y ait quand même cet échange affectif. C'est très, très, très important. Donc, à ce stade-là, on rassure la maman, on ne parle pas d'autisme, on garde en tête qu'il y a un petit souci, on garde ça en tête, on donne des conseils à la maman et on fait tout pour ne pas la perdre de vue. En général, on ne la perd pas de vue. Oui, et à ce stade, c'est le pédiatre qui doit détecter l'autisme, l'autisme précoce ou. Donc c'est pour ça qu'on a lancé une formation des psychologues et des médecins généralistes, des pédiatres de PMI, parce que c'est eux qui sont au contact de ces enfants durant la vaccination. Ils vont les voir au premier mois, au deuxième mois, au troisième mois, etc. Donc on les a formés au dépistage précoce de l'autisme et qui se fait à partir du premier semestre. Il y a des signes qu'on voit au premier semestre, au deuxième semestre, à la deuxième année. Nous, en général, en pédopsie, bon, à part si vraiment c'est des médecins qui nous contactent personnellement, en général, en pédopsie, on les voit à 12 mois, 18 mois, mais pas avant. D'accord. Très bien. J'espère qu'on a répondu à Madame. Oui, normalement, j'espère que nous avons répondu à la question du monsieur. Il y a Madame Rania qui souhaiterait une rediffusion après, car sa connexion était mauvaise. Et bien entendu, nous allons faire un effort et vous envoyer le replay par mail. J'espère que vous avez tous transmis vos mails à Sarah Menauer et on vous enverra le replay par mail. Donc, vous le recevrez par mail, comme ça, vous pourrez le relire et le revoir et reprendre peut-être ce qui a été dit. Voilà. Je pense qu'on peut avancer pour les prochaines questions. Donc, la question, c'est la risperidone Infamedis est commercialisée sous forme de Récidone solution buvable 60 ml, Récidone comprimé 2 mg, Récidone solution buvable plus comprimé 2 mg. Entre-temps, on peut traiter une question s'il y a lieu d'une question. Il y a Madame Selwa Zitoun qui nous remercie malgré sa connexion qui était très difficile à stabiliser. On la remercie aussi pour le partage. Exactement, tout à fait. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec Madame Sarah Menauer, la visiteur médicale, qui pourra peut-être recueillir vos questions si le professeur voudra les traiter ultérieurement ou s'il y aura des questions. Merci beaucoup, professeur. Merci. Reste le comprimé. Je pense que c'est la dernière question, Adel. Adel nous fait un signe de la tête. Voilà, je pense que oui. Oui, exactement. Nous nous excusons, Adel, un petit souci de micro, mais on est là pour prendre la parole. Donc, une fois le sondage ou le questionnaire est terminé, nous procéderons demain ou dans les jours à venir pour recueillir les bonnes réponses et nous contacterons, Madame Sarah Menauer contactera en personne les 3 premiers gagnants du questionnaire. Je la vois déjà croiser les doigts. J'espère que c'est docteur XY.
Ah, Sarah, je pense qu'elle voudrait faire gagner tout le monde. Oui. Elle va sûrement m'appeler, elle va me dire, tu voudrais pas offrir 11 cadeaux par hasard? Oui, Là, il y a 11. cadeau, 16. Bah, justement, on vous invitera à un prochain webinaire qui se tiendra, professeur, si je me trompe pas, c'est le 9 décembre. Oui, oui, c'est bien Ça ça. sera à 18 h exactement. Madame Sarah Menauer prendra contact avec vous, bien sûr, et vous invitera pour un autre webinaire qui sera animé toujours avec professeur Sandra Montfort et qui traitera un autre sujet. Et je pense que nous allons essayer de perpétrer ces webinaires, essayer de vous faire des webinaires régulièrement, hein, de façon à vous faire une formation continue. Et n'hésitez pas à nous retourner les sujets les plus favorables, les sujets que vous souhaitez traiter avec professeur Sandra. Et on fera notre maximum pour répondre à vos besoins et nous serons toujours là pour vous. Amina, ce serait bien de leur donner l'intitulé du prochain. Exactement. Oui, professeur, elle pourra peut-être leur donner l'intitulé du... On va laisser ce plaisir à Sarah parce que c'est Sarah qui a. Non. D'accord. On va parler du trouble du spectre autistique chez l'adulte. Le TSA. C'est parce que c'est le TSA, on en parle souvent chez l'enfant. Chez l'adulte, on en parle très peu, pour ne pas dire qu'on n'en parle pas du tout. Et c'est souvent des personnes qui sont dans la nature, qu'on ne reconnaît pas. Et je pense qu'il faut parler d'eux, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins en termes de thèmes ou de questionnements ou de sujets que vous voudrez traiter, bien sûr. Je réitérerai toujours cette demande, oui. C'est important d'être à l'écoute. Oui. Vous le faites magnifiquement bien. Je vous remercie à leur place. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie sincèrement. Je veux bien que les médecins nous posent leurs questions, nous donnent leurs besoins, parce que nous, on peut choisir les thèmes, bien sûr, ceux qui sont, on va dire, des thèmes qui sont d'actualité, mais peut-être qu'on ne touchera pas le réel parce que c'est vous qui êtes au réel, qui êtes confrontés aux patients, aux enfants et aux patients adultes, même adultes. Je suppose qu'il y a des psychiatres qui font de la psychiatrie d'adultes. Donc, c'est vous qui êtes en contact et qui êtes face à ces contraintes ou à ces questionnements. Donc, nous, on est là. N'hésitez pas à nous contacter. Sarah sera là pour recueillir tout ça et nous ferons notre maximum pour organiser des webinaires régulièrement et répondre à vos besoins. Voilà, je pense que tout a été dit. Je vous remercie énormément. Je remercie encore une fois professeur Sandra Montfort. Je vous remercie, c'était très intéressant. Un plaisir. Tellement passé très vite que j'ai bien envie de continuer, mais bon, il y a plus de questions. Voilà, Sarah, peut-être tu voudrais dire quelque chose? Je remercie ceux qui ont été présents déjà. Oui. Et malheureusement pour les absents, oui. Des soucis ou oui. Je souhaiterais qu'ils le seront pour les prochains aussi. Oui. Déjà. Et si vous voudrez bien accéder à la page Facebook de Infamedis. Tout à fait. Voilà, donc pardon? Exactement. Ils peuvent nous suivre aussi sur YouTube où ils pourront voir tous les événements qu'on a organisés, les webinaires dans toutes les gammes confondues, donc pas uniquement en psychiatrie. Tout à fait. Comme ça, ils seront plus, on va dire, il y aura une interaction entre le laboratoire et les psychiatres et on pourra développer plein de choses ensemble. Exactement, tout à fait. Oui, Madame Rania, nous vous enverrons la vidéo en replay via vos boîtes électroniques. Cependant, du moment où vous êtes là, vos adresses mail sont correctes. Cependant, on aimerait recueillir aussi les réponses des médecins qui n'ont pas pu se présenter. Peut-être c'est une question de non-réception de l'invitation, les adresses mail peut-être
erronée. On voudrait bien aussi, bien sûr, être à leur écoute et leur envoyer le replay si toutefois le sujet les intéresse. Ce que je vois, ce que je suis en train de lire, il y a dû avoir des problèmes de connexion, malheureusement. Exactement. Exactement. Donc, on verra le replay. Exactement. On est là à vous répondre et à répondre vos questions. Si jamais vous aurez des questions après avoir consulté le replay, n'hésitez pas. Voilà. Professeur, je vous cède la parole. Un dernier mot. Ben, je remercie tout le monde. Ça a été une séance très, 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 très agréable. On a quand même, malgré les problèmes de connexion, on a magnifiquement interagi. J'ai été très touchée par les partages aussi. Oui. Et Laboratoire IFAMEDIS aussi, je vous remercie. Équipe vraiment très créative et très unie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour ce côté spontané de l'équipe IFAMEDIS. C'est très spontané, c'est comme ça. Merci beaucoup, Yaté comme ça. Merci beaucoup. Excellente soirée et à très vite, j'espère. À très vite, on se revoit le 9. Allez, exactement, vous donne rendez-vous le 9. Au revoir.